Bonjour mesdames et messieurs, je suis tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition, dans votre émission semi-hebdomadaire autour du monde édition Afrique. Comme vous savez, pendant cette édition, on essaye de vous présenter les grands efforts déployés de la part de l'Égypte sur la scène africaine dans plusieurs domaines. Donc très rapidement, pour ne pas rater des moments très précieux de cette édition, nous devons passer tout de suite à une nouvelle très importante en ce qui concerne le discours prononcé par le président égyptien Fattah al-Sisi à l'ONU. En fait, le chef de l'État a prononcé hier une allocution par visioconférence devant la 66e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Le chef de l'État a déclaré que l'Égypte a eu recours au Conseil de sécurité pour soutenir la médiation africaine via des observateurs onusiens et des pays amis et tient à parvenir à un accord global équilibré et contraignant sur le barrage éthiopien de la Renaissance Gerde pour sauvegarder la vie de 150 millions de citoyens égyptiens soudanais. Il a ajouté que le fleuve du Nil était toujours la seule artère vitale de l'Égypte au fil de son histoire, ce qui explique la vive inquiétude des citoyens égyptiens au sujet du Gerde. Le président a affirmé que l'Égypte, qui reconnaît les droits de ses frères au développement, était l'un des plus secs et demeurait sous le seuil de la pauvreté en eau, en rappelant l'issue d'une décennie de négociations entre l'Égypte et le Soudan et l'Éthiopie connue de tous en raison d'une intransigeance évidente et d'un refus injustifié de réagir positivement aux négociations ainsi que du choix de l'unilatéralisme et du fait accompli qui constitue une grande menace pour la sécurité et la stabilité de toute la région. Bien sûr, il y avait d'autres messages qui ont été adressés hier au cours de ce discours du président égyptien Fattah al-Sisi dont on va discuter, bien sûr, tout de suite après ce petit reportage qui va jeter la lumière sur la participation de l'Égypte à travers son ministère des Affaires étrangères, M. Samah Shoukry, aux réunions de haut niveau pendant, bien sûr, la 66e session de l'Assemblée générale de l'ONU. Donc, tout de suite, un reportage. Le ministre des Affaires étrangères, Samah Shoukry, s'est rendu à New York pour participer aux réunions de haut niveau de la 76e session de l'Assemblée générale de l'ONU. Durant sa visite, M. Shoukry participe à plusieurs événements dans le but de présenter la vision et la position de l'Égypte à l'égard des questions et de la situation actuelle dans la région et d'examiner les moyens de soutenir les piliers de paix et de sécurité au niveau international et régional. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Ahmad Hafez. Il discute des mécanismes visant à renforcer l'action multilatérale dans le cadre des questions inscrites à l'ordre du jour des réunions de haut niveau de l'Assemblée générale de l'ONU. Le ministre des Affaires étrangères rencontre aussi plusieurs hauts responsables des Nations unies et d'autres dirigeants des organisations internationales et régionales, telles que l'Organisation de la coopération islamique OCI et l'Union pour la Méditerranée UPM. Le porte-parole a indiqué que M. Shoukry tient également lors de sa visite à New York des réunions bilatérales avec nombre de ses homologues participant aux travaux de l'Assemblée générale de l'ONU afin d'examiner la coopération bilatérale des questions régionales et internationales et la coordination face aux défis communs. M. Shoukry met aussi l'accent lors de ces rencontres sur les exploits réalisés au niveau national dans les divers domaines politiques, économiques et sociaux et les moyens de les exploiter afin de promouvoir les intérêts communs avec les pays amis et les partenaires internationaux. Donc, nous rejoindre à travers les lignes se trouve actuellement Madame Passante Fahmy, notre analyste économique, ex-membre très éminent au sein de la commission économique du Parlement égyptien. Madame Passante Fahmy, vous êtes toujours la bienvenue sur la TV internationale et bonjour. Merci beaucoup, bonjour. Merci beaucoup. Donc, il y avait hier des messages envoyés par le président égyptien Fattah al-Sisi à l'égard de la communauté internationale. Si je peux dire, l'Égypte, selon le président Fattah al-Sisi, demande un allègement de la dette des pays en développement, surtout les pays africains et les pays à revenus intermédiaires, en facilitant
les conditions d'emprunt auprès des institutions internationales et régionales en leur fournissant des outils de financement concessionnels, en encourageant même les investissements et en assurant leur flux continu vers ces pays. Donc, comme on trouve, la dette représente une question très grave actuellement pour le monde entier, notamment les pays en développement et les pays africains. Votre commentaire? Tout d'abord, Monsieur le Président a lancé, comme on appelle, un message très important. Oui. C'est la mondialisation des problèmes. Oui. C'est-à-dire, ce n'est plus le temps de dire ça c'est le problème de l'Afrique, ça c'est le problème des pays pauvres, des pays riches. Maintenant, nous sommes dans un monde, un seul monde. Oui. Et tout le monde doit participer pour résoudre les problèmes, parce que ce sont des problèmes qui ont été causés par, comme on appelle, des actes mondiaux. Et on ne peut plus penser comme dans le passé, parce que la philosophie qui était utilisée dans le passé, les résultats sont vus. Que ce soit sur le changement du climat, de la pauvreté, des grandes différences entre les pays avancés et les pays pauvres. Ça, c'est une philosophie ou c'est une politique, comme on appelle, qui a prouvé que ça ne peut pas continuer pour toujours. Ouais. Alors là, Monsieur le Président a lancé une nouvelle stratégie où le monde entier doit participer, la mondialisation des problèmes. Tout le monde doit participer et bien sûr, le côté qui a causé les problèmes doit participer le plus et le côté qui est le plus riche aussi doit participer le plus parce que, je répète, c'est un seul monde. Alors ça, c'était un message très important que Monsieur le Président a vraiment discuté dans cette session. Et je pense que ça a été très bien compris par tout le monde. Ce n'est plus le temps de dire nous et eux. Oui. En ce qui concerne l'injustice, l'injustice subie par le continent africain en ce qui concerne la distribution des vaccinations. On trouve que le président est intervenu hier pour dire que l'Égypte avait le souci de localiser l'industrie du vaccin, non seulement pour répondre aux besoins de ses citoyens, mais aussi pour l'exporter vers le continent africain. Donc, comment vous avez vu l'importance de ce message lancé hier à partir de l'ONU? Malheureusement, le monde continue, même durant Covid, continue d'utiliser la même stratégie ancienne. Il y a des pays qui ont la technologie pour le vaccin, mais en même temps, ils veulent l'utiliser d'un côté totalement économique, ce qui n'est pas honnêtement acceptable, parce que la maladie va toucher tout le monde. C'est pour cela que Monsieur le Président a mentionné, nous devons aider ces pays-là avec le vaccin, que ça soit le vaccin, que ça soit utilisé localement, c'est-à-dire ils nous donnent une partie de leur, comment on appelle, technologie, comment le faire, mais en même temps, on ne peut pas négliger, on ne peut pas l'utiliser. On ne peut pas utiliser le vaccin comme quand on vend des voitures ou des avions. C'est pas le même cas. Ça, c'est un cas très sérieux. Et Monsieur le Président était très franc et très clair. Nous devons aider ces pays-là, non seulement à leur envoyer, mais aussi de trouver une façon où les grandes compagnies pharmaceutiques produisent ce vaccin-là localement pour faciliter le combat contre le Covid-19. Autrement, le monde entier va être atteint. Oui. En fait, en ce qui concerne le changement climatique, il y avait quelques messages lancés par le président égyptien au monde entier, à la communauté internationale, à partir de ses participations à différentes sessions de l'ONU, et ça, que ce soit au sein ou en marge de la 66e session de l'ONU. En fait, le président a dit que l'Égypte tient à parvenir à un accord équilibré et contraignant sur le Gerd ou le barrage éthiopien sur le Nil. Les négociations sur le barrage de la Renaissance sont teintées d'une intransigeance injustifiée selon le président. Le Nil est la seule artère vitale de l'Égypte. D'autres messages qui ont été même lancés dans d'autres interventions par le président. L'un des facteurs qui ont manipulé le changement climatique, c'est bien sûr le fait de construire unilatéralement le barrage ou des barrages sur les sources du Nil.
Donc, comment vous avez lu de tels messages lancés hier par le président? Le premier message qui est très important, ce qui a causé le changement du climat, ce ne sont pas les pays pauvres. Ouais. Ce sont des pays industrialisés à cause de leurs techniques industrielles. Et ils doivent comprendre que ce sont eux qui vont honnêtement présenter les solutions, parce que les solutions, ça va coûter trop cher et ça va aussi demander un changement de la façon dont ils, comme on appelle, manufacture, comme on appelle. Alors là, ça c'est un sujet compliqué, mais ce n'est pas le sujet du tiers-monde. Ça c'est un sujet à cause de la compétition entre les grandes forces qui a comme on appelle, la planète a payé le prix. C'est pour cela que ce sont eux qui doivent vraiment supporter non seulement le coût, mais aussi le changement de technologie qui doit être fait en place, quoi que ce soit les résultats. Parce que si on ne change pas la technologie, ça va continuer. Alors, le changement du climat, ce n'est pas le problème des pays pauvres, c'est le problème des pays avancés. Et Monsieur le Président était clair, ils doivent accepter la responsabilité de ce qu'ils ont fait. Ouais. Deuxièmement, en ce qui concerne le barrage, c'est la vie pour les Égyptiens et les Soudanais et aussi d'autres pays africains. Ce n'est pas question de luxe, ce n'est pas question on peut l'avoir ou ne pas l'avoir. Ils doivent comprendre tous que c'est la vie. Mais malheureusement, il y a des pays dans le monde entier qui regardent la compétition d'une façon inacceptable, inhumaine. Vous voyez? Alors, Monsieur le Président était très clair quand il a vraiment discuté ces deux sujets très importants parce que ce sont des sujets. Le premier attaque le planète tout entier, c'est la planète Terre, et le deuxième, c'est l'Afrique, l'Égypte et le Soudan. Oui. À cet égard, on trouve que le président égyptien Fattah al-Sisi a lancé d'autres appels à une facilité de financement consacrée de la part de ces pays développés, de ces pays industrialisés aux autres pays du monde en voie de développement et ainsi de suite pour bien sûr faire face à ces conditions très difficiles, bien sûr, qui ont été si je peux dire, qui ont été lancés par la crise de la pandémie du coronavirus, mais aussi par la crise du changement climatique. Donc, le fait de financer le développement, de financer ces changements climatiques de la part des institutions internationales, en même temps finançant ce qu'on appelle la transformation verte, la transformation vers l'économie verte. À quel point vous trouvez que de tels appels vont avoir un écho retentissant au sein de la communauté internationale? Ça va avoir un écho très important et très positif parce que les problèmes des pays pauvres sont devenus des problèmes mondiaux et ça attaque aussi les pays avancés. Premièrement, le problème de financement, à mon avis personnel, il y a deux côtés. Le premier côté, la première partie, c'est les dettes. C'est-à-dire, ils doivent rester ensemble, voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec les dettes. Peut-être qu'ils vont laisser tomber quelques dettes, reschedule, quoi que ce soit. Et deuxièmement, le financement du développement. Vous avez mentionné l'économie verte et l'économie bleue. Oui, ça c'est à cause du changement du climat. On doit travailler sur l'économie verte et l'économie bleue, ou bien le monde entier va avoir un problème d'alimentation incontrôlable. Et quand les pays pauvres, les problèmes se développent davantage, automatiquement, ça attaque les pays riches. Que ce soit la corruption, les maladies, l'immigration illégale, les crimes, les guerres, comme vous voulez. Alors, c'est pas le luxe pour les aider. Premièrement, je répète, ils doivent laisser tomber quelques anciennes dettes. Et deuxièmement, les aider à se développer. Parce qu'on ne peut pas nier, ils ont la technologie, nous avons les ressources et les richesses. Alors, une coopération entre la technologie et les richesses et le financement, ça peut créer un monde tout à fait différent. Et je répète, nous devons protéger la planète. C'est pas protéger les grands pays. Ouais. Sinon, s'il n'y aura pas de financement de la part de ces institutions internationales, de la part des pays industrialisés et développés envers les pays en développement ou les pays africains, donc on risque de plus en plus
des vagues d'immigration clandestine, des vagues de terrorisme, des vagues de pauvreté qui va frapper non seulement la région africaine ou la région du Proche-Orient, mais aussi la région du monde entier. Je dois vous remercier infiniment pour de tels éclaircissements de votre part. Merci beaucoup, Madame Passan Fahmi. Donc, c'était l'appel à la prière du midi, selon l'heure locale du Caire, à partir de la mosquée Al-Fattah Al-Alim, qui se trouve dans la nouvelle capitale administrative de l'Égypte. Justement, nous devons reprendre notre programme avec ce reportage. À partir de l'Égypte, on trouve qu'une mission archéologique égyptienne travaillant au temple pharaonique Boutou, dans le gouvernorat de Kafr-Cheikh, bien sûr au sein du delta du Nil, a découvert certains outils utilisés dans les rituels religieux, dans les temples, ceux dans le cadre des fouilles archéologiques menées par le Conseil suprême des Antiquités. Les explications tout de suite avec Chérif Boussela et Marwa Arafa. La mission archéologique égyptienne travaillant au temple pharaonique Boutou dans le gouvernorat de Kafr-Cheikh a découvert certains outils utilisés dans les rituels religieux dans le temple dans le cadre des fouilles archéologiques menées par le Conseil suprême des Antiquités, a-t-on appris de la page officielle Facebook du Conseil des ministres. C'est ce qu'a déclaré Dr Mustafa Waziri, secrétaire général du Conseil suprême des Antiquités, notant que cette découverte est l'une des plus importantes car elle comprend les outils qui ont été réellement utilisés dans l'accomplissement des rituels religieux quotidiens de la déesse Hathor et qu'il est probable que ces outils ont été rapidement placés sous un groupe de blocs de pierre empilés sous une colline de sable au sud du temple de la déesse Ouadjet appelée Boutou. Dr Ayman Ashmawi, chef du secteur des antiquités égyptiennes, a quant à lui expliqué que cette découverte comprend entre autres une partie d'un pilier en calcaire sous forme de la déesse Hathor, un groupe de brûles parfums en faïence, dont l'un avec la tête du dieu Horus, un groupe d'argile utilisé dans les rituels religieux et cérémoniels de la déesse Hathor, de petites statues d'une déesse et d'une idole, une petite chaise de maternité, un grand porte-fronde, un œil or pur et les restes d'écailles d'or utilisés dans la dorure de quelques autres pièces. Il a souligné que la mission avait en outre découvert un magnifique groupe d'ivoires représentant des scènes de femmes portant des offrandes, des scènes de la vie quotidienne des jumeaux du delta, y compris des plantes, des oiseaux et des animaux, un grand linteau en calcaire avec des textes hiéroglyphiques en relief et une partie d'une peinture royale d'un roi exécutant des rituels religieux dans le temple Boutou, et que certaines pièces portent des inscriptions et des lignes hiéroglyphiques, les 5 titres du roi psamtique 1 et les noms des 2 rois, Wa Ibra et Amos II, de la 26e dynastie. Donc, en fait, de telles découvertes dans le domaine de l'archéologie égyptienne représentent que l'Égypte dispose de grandes potentialités très avancées, très sophistiquées à cet égard. Donc, nous devons très rapidement, avant de vous quitter, vous présenter ce reportage sur les chefs d'État de la CEDEAO qui se sont réunis à Accra en sommet extraordinaire pour pencher sur la situation de la Guinée. Bien sûr, ces chefs de la CEDEAO ont demandé à la junte au pouvoir actuellement d'organiser les élections présidentielles et législatives dans un délai de 6 mois. La conférence réitère sa ferme condamnation du coup du 5 septembre 2021 et réaffirme son exigence pour la libération immédiate et sans condition de président Alpha Condé. Elle rappelle encore qu'elle tient les membres du Comité national de rassemblement et de développement pour responsables individuellement
et collectivement de l'intégrité physique du président Alpha Condé. Donc, ça sera notre dernier reportage qui va être présenté par Maroua Arafat Chiboussela. Et permettez-moi de vous dire merci parce que nous arrivons à la fin de cette édition. Donc, je dois vous laisser avec ce reportage et à la prochaine. Les chefs d'État de la CEDEAO qui se sont réunis à Accra en sommet extraordinaire pour se pencher sur la situation de la Guinée ont demandé à la junte d'organiser les élections présidentielles et législatives dans un délai de 6 mois. La conférence réitère sa ferme condamnation du coup du 5 septembre 2021 et réaffirme son exigence pour la libération immédiate et sans condition du président Alpha Condé. Elle rappelle encore qu'elle tient les membres du Comité national de rassemblement et de développement pour responsables individuellement et collectivement de l'intégrité physique du président Alpha Condé. Elle a été informée de la situation sociopolitique présente en République de Guinée et de l'apparent engagement du Comité national de rassemblement et de développement à œuvrer pour un retour rapide de l'ordre constitutionnel. Les chefs d'État disent avoir noté la décision du CNRD d'engager les consultations avec l'ensemble des acteurs nationaux et internationaux sur la situation sociopolitique en République de Guinée. La conférence s'est fortement préoccupée de la résurgence des coups d'État après ceux du Mali en 2020 et 2021. Après examen du rapport et délibération, la conférence décide de ce qui est du maintien de la suspension de la Guinée de toutes les instances de la CEDEAO jusqu'à la restauration de l'ordre constitutionnel. La tenue, dans un délai de 6 mois, des élections présidentielles et législatives pour la restauration de l'ordre constitutionnel en République de Guinée. Elle a décidé de la mise en œuvre des sanctions ciblées conformément au protocole de la CEDEAO impliquant l'interdiction de voyage des membres du CNRD ainsi que des membres de leur famille et le gel de leurs avoirs financiers et l'appui de l'Union africaine et l'Union européenne, des Nations unies et des partenaires multilatéraux et bilatéraux pour la mise en œuvre desdites sanctions. Les membres de la conférence ont demandé au président en exercice de visiter les républiques de Guinée et du Mali dès que possible afin de notifier en personne les décisions de la conférence. La conférence décide de rester saisie de cette question.